Bonjour à tous, c'est bientôt la fin de l'année déjà, et alors contre toute attente, 2024, ça aurait été une très belle année ciné, en particulier pour le cinéma français. Est-ce que maintenant on peut espérer la même en 2025 ? Bah c'est ce qu'on va voir tout de suite, je vous présente 20 films français à voir en 2025, j'ai essayé de faire une sélection qui soit la plus riche et la plus variée possible, qui en ait vraiment pour tous les goûts, et alors pour que ce soit plus digeste, ici on va vraiment se focaliser sur les films qui sortent au ciné, et on fera sûrement une autre vidéo sur les films qui vont sortir sur Netflix, Prime et compagnie, parce qu'il y a aussi des choses intéressantes. Les films sont classés par ordre chronologique de sortie, sauf pour le film que j'attends le plus, que je vous garde pour la fin. Et c'est parti pour le premier film. Alors celui-là c'est pratique, on va pas l'attendre longtemps, il arrive le 1er janvier, Un ours dans le Jura. Michel et Cathy sont un couple usé par le temps, les difficultés financières, ils s'aiment plus trop, ils se parlent plus vraiment, jusqu'au jour où Michel, pour éviter un ours sur la route, va percuter une voiture et tuer ses deux occupants, et va retrouver dans le coffre de cette voiture 2 millions d'euros. 3 raisons d'aller voir ce film. La première, c'est l'ambiance. On est sur un thriller qui a l'air d'être à la sauce Fargo, qui va osciller entre l'absurde, la violence un peu crue, des personnages qui sont en couleur et bien sûr des paysages enneigés. La seconde, c'est le casting. Franck Dubosc, Laure Calamy, Benoît Poelvoorde, Joséphine Demeaux. Il y a du beau monde, ça peut être explosif. Et la troisième, c'est son réalisateur. C'est Franck Dubosc qui réalise le film, et c'est cool parce qu'il s'essaye à un style assez inhabituel par rapport à ce qu'il fait d'habitude, donc je suis curieux de voir ce que ça va donner. Vous faisiez la nuit du 21. On était au Cupidon. La boîte d'échangiste. Le jeudi, c'est soirée Bang Bang. Gangbang. Gang Bang. Et c'est parti pour le deuxième film, on va parler des Trois Mousquetaires. Quand Sarah, jeune fille en fuite, découvre que les Trois Mousquetaires sont en réalité des femmes, elle décide de partir avec elles et suivre leur exemple. Toutes pour une, ça sort au cinéma le 22 janvier. J'irai le voir, je suis intrigué, mais je pense pas que le film sera très bien accueilli. Quand je vois déjà toutes les critiques qu'il y a eu par rapport au film Les Trois Mousquetaires ou Le Comte de Monte Cristo, dès qu'ils ont pris quelques libertés par rapport au roman de Dumas, là je me dis faire des Trois Mousquetaires des femmes, ça va pas trop passer. On est sur une mi-adaptation, mi-relecteur moderne, j'y crois moyen. Et c'est dommage parce que c'est vrai, le style KPDP, ça se conjugue souvent au masculin, et faire quelque chose avec des personnages forts féminins, ça aurait été carrément intéressant. Mais pourquoi vouloir faire une adaptation? Dans ce cas-là, j'aurais été vraiment grave chaud pour une création originale, un nouveau truc. Une pour toutes. Et toute pour une. On passe au troisième film, God Save the Tuche, le 5 février. C'est le 5e volet de la saga Les Tuches qui cartonne. La famille Plouc du Nord à qui il arrive 1001 aventures, et cette fois par direction London. J'assume moyen de le dire. Mais je suis grave hypé par le film, la bande-annonce elle est trop délire, il joue le côté décalé à fond, le film a presque l'air d'être une parodie des Tuches, qui sont eux-mêmes une parodie. Bref, ça a l'air d'être un super bon délire, et c'est le premier film de la saga qui est pas réalisé par Olivier Barou, c'est Jeff Tuche, aka Jean-Paul Rouve qui prend le relais à la réalisation, et pour le coup, je lui fais confiance à 100%. Il connaît bien son personnage, il connaît bien la saga, je suis sûr que ça va être une des bonnes comédies familiales de l'année. C'est une pub pourquoi? On dit pub. En anglais, le U se prononce E. Ah d'accord, est-ce que quelqu'un veut voir ma tube? Ah ouais. La même semaine, Les Tuches va être en concurrence avec un autre film familial, Vacances de février oblige, c'est une coproduction franco-britannique, Paddington au Pérou. L'ours Paddington plonge dans un voyage inattendu et plein de mystères à travers la forêt amazonienne jusqu'au sommet des montagnes du Machu Picchu. C'est le 3e opus de la saga Paddington. Alors, j'ai pas encore vu les 2 premiers, ça sera l'occasion de m'y mettre. D'autant que je vais bientôt pouvoir les regarder avec ma fille. C'est une impression ou ça secoue un peu? C'est moi qui pilote le bateau. 5e film, Le Routard, qui sort le 2 avril. C'est l'histoire d'un jeune homme un peu boulet qui est envoyé au Maroc pour écrire le guide du routard, et il lui arrive ensuite tout un tas d'aventures façon Tintin. C'est Hakim Djemili qui tiendra le rôle titre, mais si ce film il est très attendu, c'est aussi parce qu'on retrouvera 2 vedettes du splendide, Christian Clavier, et puis surtout Michel Blanc, ça sera une des dernières chances de voir l'acteur sur grand écran. Il a joué dans 2 films qui sortiront en 2025, Le Routard donc, et puis un autre qu'on verra un tout petit peu après. La même semaine, on aura le droit à une adaptation de BD, Natacha hôtesse de l'air, avec Camille Lou dans le rôle titre. Depuis sa tendre enfance, Natacha veut devenir hôtesse de l'air afin d'échapper à une époque où normalement la femme doit rester à la maison. Et lorsque son rêve est sur le point de se réaliser, elle se retrouve embarquée malgré elle dans une aventure qui va la conduire à poursuivre les voleurs de la célèbre Mona Lisa. Le film a un très beau budget, 14 millions d'euros, et un beau casting aussi. En plus de Camille Lou, on retrouve Vincent Dedienne, Didier Bourdon, Lucchini, Elsa Zilberstein, Baptiste Le Caplin et Isabelle Adjani. Mais personnellement, j'y crois pas du tout. Les adaptations de BD, généralement, ça donne jamais de grands films. Mais j'espère me tromper. On fait un petit bond dans le temps. Le 15 octobre, on va avoir droit à de la science-fiction dystopique à la française.
Chien 51. Je vous insulte pas, hein, c'est le titre du film. En 2045, Paris est divisé en zones qui séparent les classes sociales, surveillées par l'IA Alma. Salia, enquêtrice d'élite de la zone 2, et SM, policier de la zone 3, sont forcés de collaborer pour enquêter sur l'assassinat de l'inventeur d'Alma. Leur enquête va révéler conspiration, complot et compagnie qui va les pousser à remettre en question le gouvernement et l'autorité du pays. Ça a l'air super sympa, on a l'air déjà d'être sur de la bonne grosse science-fiction dystopique, et pour un film français c'est vraiment cool, et en plus le film peut avoir des réflexions intéressantes sur l'IA, la mixité sociale. C'est réalisé par Cédric Gimnez, le réalisateur de Bac Nord, Novembre. C'est aussi lui qui réalisera Johnny, le biopic sur Johnny, avec Raphaël Quenard. C'est clairement un réalisateur qui a le vent en poupe en ce moment. Et au casting de ce film-là, on retrouvera Adèle Exarchopoulos, Gilles Lelouch et Louis Garrel. 7e film, le 22 octobre, on va découvrir Yoroi. Aurélien décide de s'installer au Japon avec sa femme Nanako, et alors ils emménagent dans une jolie petite maison traditionnelle dans la campagne japonaise, et dans le jardin, Aurélien découvre dans un puits une armure ancestrale qui va réveiller d'étranges créatures, les yokai. Dans le rôle titre, on retrouvera Orelsan, qui participe aussi à l'écriture du scénario. Alors, sur le papier, je trouve que ça fait quand même un peu délire ado Kikou Japon, hein. Mais si ça se trouve, ça sera très bien. Le précédent film d'Orelsan, en tout cas, Commencer loin, était vraiment chouette. Donc, j'ai hâte de découvrir les premières images. La même semaine, on aura le droit à encore un peu de fantastique avec L'homme qui rétrécit avec Jean Dujardin. Lors d'une sortie en mer, Paul va être confronté à un phénomène météorologique inexpliqué, bizarre, fantastique, qui va le transformer, qui va le faire devenir tout petit, il va ne faire que quelques centimètres, et la science ne va pas pouvoir expliquer ce phénomène, ni faire quoi que ce soit pour l'aider, et par accident, il va se retrouver prisonnier dans sa propre cave. Et vu qu'il est tout petit, il va devoir se battre pour survivre dans cet environnement qui est devenu périlleux, et lors de cette expérience, Paul va se retrouver confronté à lui-même, à son humanité, et tentera de répondre aux grandes interrogations de l'existence. Carrément. On passe maintenant aux films qui n'ont pas encore de date de sortie, donc ça sera sûrement plutôt deuxième semestre à partir de cet été et fin d'année. Un des blockbusters de l'année, ça sera 13 jours et 13 nuits. Ça se passe à Kaboul en août 2021, alors que les troupes américaines s'apprêtent à quitter le territoire, les talibans prennent d'assaut la capitale et s'emparent du pouvoir. Au milieu du chaos, le commandant Mohamed Bida et ses hommes assurent la sécurité de l'ambassade de France, et ce commandant Bida, qui est interprété par Roche Dizem, décide de négocier avec les talibans pour organiser un convoi de la dernière chance, pour conduire les évacués jusqu'à l'aéroport et fuir l'enfer de Kaboul avant qu'il ne soit trop tard. C'est basé sur une histoire vraie, ou en tout cas sur un récit autobiographique du commandant Bida qui a écrit son aventure dans un roman. Et ça sera réalisé par Martin Bourboulon, le réalisateur des Trois Mousquetaires. Et on enchaîne avec un autre film, un gros film très attendu, De Gaulle. Le nouveau biopic sur le général de Gaulle. Le film suivra son combat pendant la Seconde Guerre mondiale et ainsi que son évolution vers une carrière politique. Ça sera un diptyque. Les diptyques ont la mode en ce moment et c'est vrai que c'est grave pratique. Tu réunis toute ton équipe une seule fois, mais pour tourner 2 films, ça te fait nettement plus de matière et ça te coûte pas beaucoup plus cher. Enfin, nettement moins que si tu avais dû faire 2 films séparés avec plusieurs années. Faut juste être sûr de ton coup et être sûr que le premier va marcher pour porter un peu le deuxième. Bref, là il y a 2 films qui ont été tournés, la première partie on l'aura en 2025 et la seconde en 2026. Aux manettes c'est Antonin Baudry qui a fait le très bon Le Chant du Loup et côté casting c'est Simon Abkarian qui interprétera Charles de Gaulle. À ses côtés on va retrouver Thierry Lhermitte, Nils Schneider, Benoît Magimel et Karim Leclou. Il y a déjà eu un film sur de Gaulle qui a été réalisé il y a pas trop très longtemps, mais il est sorti en pleine pandémie en 2020 donc il est un peu passé sous les radars. Et en tout cas, ce nouveau film, il est très attendu parce qu'il a un budget complètement dingue, 37 millions par film, 74 millions au total pour ce projet, ça en fait le projet de biopic le plus ambitieux du cinéma français. Ces 2 films, 13 jours et 13 nuits et De Gaulle, ce sont 2 films pâtés, vous l'aviez peut-être deviné. Et donc Pathé continue sa stratégie de blockbuster à la française, proposer des films à très gros budget, mais qui soient populaires, grand spectacle, pour attirer un maximum de monde dans les salles, en France, mais aussi à l'international. Il y a eu quelques ratés, mais cela aura plutôt bien réussi pour le Comte de Monte Cristo, donc on va voir si les bons scores se poursuivent. On change de registre avec Dracula Love Tale. C'est le nouveau film de Luc Besson, et sûrement le film de la dernière chance. Sa société EuropaCorp est depuis plusieurs années en grosse difficulté financière, et elle enchaîne les gros gadins au box-office. Ce film-là, ça sera une romance entre Dracula, le vampire, et une jeune femme. On verra si le public est au rendez-vous. 12e film, La Cache. Christophe, 10 ans, vit les événements de mai 68 planqué chez ses grands-parents. Il est entouré de ses oncles et de son arrière-grand-mère, et tous bivouaquent autour d'une mystérieuse cache. C'est une adaptation du roman de Christophe Boltanski qui a été récompensé du prix Femina en 2015,
et c'est le dernier film que nous pourrons découvrir au cinéma avec Michel Blanc en tête d'affiche. Il y donne la réplique à William Lake Bill et Liliane Robert. 13e film, c'est parti pour Marion Cotillard en Reine des Neiges avec la Tour de Glace. Dans les années 70, Jeanne est une adolescente de 15 ans qui fuit son orphelinat pour découvrir le monde. Du coup là-bas, tout le monde doit se demander « mais elle est où Jeanne ?» Bref, fuyant vers la grande ville la plus proche, elle se réfugie dans un bâtiment qu'elle pense vide, mais c'est en réalité un studio de cinéma dans lequel on tourne une adaptation cinéma de La Reine des Neiges. L'adolescente, elle va être fascinée par Christina, qui est l'actrice qui joue la Reine des Neiges, qui du coup est elle-même jouée par Marion Cotillard, oui, vous avez compris. Et donc cette Christina, aussi cruelle que charmante, va prendre la jeune fille sous son aile et se confier à elle. J'espère qu'on aura le droit à un petit libéré délivré. Louis Leterrier, le réalisateur de Fast and Furious 10 et bientôt du 11 de la série Lupin ou encore de Insaisissable, va sortir un nouveau film qui est produit par Omar Sy. Ça s'appelle 11817. Des forces inexplicables enferment une famille de 4 personnes à l'intérieur de leur maison, et ça indéfiniment. Alors que les vivres commencent à manquer, la famille doit être ingénieuse pour survivre et pour déjouer celui, ou le truc en tout cas, qui les maintient prisonniers. On sera sur de la fantasy peut-être un peu horrifique. Leterrier, je trouve qu'il peut faire de très bonnes choses comme des films assez cata, mais ici, ce huis clos, ces dimensions fantastiques et aussi psychologiques, ça me tente pas mal, j'ai envie d'y croire. Et maintenant, pour changer de registre, on va parler d'un film historique, L'affaire de l'esclave Furcy. Ça se passe à l'île de la Réunion en 1817, l'esclave Furcy va découvrir des documents qui pourraient faire de lui un homme libre. Donc avec l'aide d'un procureur abolitionniste, il va se lancer dans une bataille judiciaire pour faire reconnaître ses droits. C'est inspiré d'une histoire vraie. À l'affiche, on retrouve Makita Samba, Romain Duris et Anna Girardot, et c'est réalisé par le rappeur Abd al-Malik. Autre film d'époque, La Bonne Étoile. Ça se passe en 1940, donc en pleine Seconde Guerre mondiale. En France, Jean Chevalin vit avec sa famille dans une grande précarité, et il est convaincu que certains s'en sortent mieux que lui. Du coup, il décide de se faire passer pour juif, afin de bénéficier de l'aide de passeurs pour atteindre la zone libre. C'est avec Benoît Poulvord et Audrey Lamy, et alors avec une histoire comme ça peut être à la fois marrant, touchant et intéressant. Je suis vraiment curieux de voir comment ils vont traiter ça. Allez, 18e film, et je crois qu'il est grand temps de parler du roi, Kaamelott partie 2. Ça y est, le second film boucle son tournage en ce moment et devrait arriver sur nos écrans fin 2025. Il semblerait que 2 films aient été tournés, on devrait en avoir un en 2025 et un autre en 2026. On n'a pas beaucoup de détails, Alexandre Astier a promis un film encore plus ambitieux que le premier et qui laisserait sa part belle au fantastique. Mais voilà, entre ce qui se dit, les rumeurs et tout, enfin, ils essayent de garder vraiment le secret autour de ces films, on en sait vraiment très peu, en tout cas il n'y a vraiment rien d'officiel. Et pour finir, j'ai envie de vous parler de Lord Kadhafi. C'est le premier film de l'humoriste Jérémy Ferrari, qui est spécialiste dans l'humour noir. Et alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que son style d'écriture peut vraiment bien rendre un film. Pour le moment, on a très peu d'informations sur le film. Alors pour contextualiser un peu, Kadhafi, c'est l'ancien dictateur de Libye, et sa fortune, elle était estimée à plusieurs centaines de milliards de dollars, en euros et en or. Et c'est notamment ce trésor qui a motivé, en partie, la France et sûrement aussi les États-Unis à mener l'expédition militaire en Libye. C'était pas apporter la démocratie, mais vous vous en doutez. Et à sa mort, avec Kadhafi, l'argent a disparu, et on sait toujours pas aujourd'hui vraiment où il se trouve. Est-ce que le film parlera de tout ça? Est-ce qu'il évoquera plutôt le financement de la campagne de Sarkozy par Kadhafi? Bon à suivre, mais en tout cas ça peut être très très bon. Et ça y est, on en arrive au film que j'attends le plus cette année. Alors j'ai pas mal hésité entre celui-là et Chien 51 qui a aussi l'air d'être vraiment intéressant. Mais bon, puisqu'il faut choisir, j'ai choisi sûrement le moins connu des deux, Rapide, le 16 avril. Max a toujours aimé aller vite, elle est super balèze au karting, les compétitions juniors s'enchaînent, les victoires aussi. Et pourtant, à 17 ans, aucune écurie ne la retient. Sa faute principale, je crois que vous en doutez, c'est que c'est une femme dans un sport d'homme. Et donc tout le monde lui tourne le dos, sauf un homme, un ancien pilote de deuxième zone un peu fantasque, qui croit en son potentiel et qui n'a qu'un seul but, faire de Max la plus rapide. Et c'est réalisé par Morgan S. Dalibert, le réalisateur du très très bon AK. Et alors, je trouve que le côté un peu beauf du sport automobile, mis en parallèle avec un message féministe, ça peut donner qu'un excellent film. Et j'espère qu'on aura le droit à une petite claque, comme pour AK. Et ça y est, on a fait le tour, j'espère que cette sélection vous a inspiré. Et maintenant c'est à votre tour, dites-moi quel est le film que vous attendez absolument en 2025, quels sont ceux que vous avez prévu d'aller voir. Et nous on se retrouve très vite pour parler des films qui vont aussi sortir sur les plateformes VOD, et aussi les séries, parce qu'il y en a aussi quelques-unes qui risquent d'être vraiment pas mal. D'ici là, allez au cinéma et mangez des pizzas!